Ousmane Diagana, bonjour. Bonjour, Michel Beniaïs. Vous êtes le vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Vous avez pris vos fonctions en juillet 2020. Vous étiez en train de préparer la stratégie, de mettre au point la stratégie de la banque dans la région. Parlez-nous un peu de vos principales orientations dans cette stratégie. Non, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. La Banque mondiale a un partenariat très ancien avec l'ensemble des pays de l'Afrique, et en particulier ceux de l'Afrique occidentale et centrale. Nous avons toujours eu des interventions en termes d'assistance financière à ces pays par l'intermédiaire des projets que nous soutenons en termes d'assistance technique et en termes aussi de conseil. Cette nouvelle stratégie que nous avons voulu préparer se voulait tout simplement comme une stratégie qui définit l'état des lieux au moment où nous prenons fonction, qui fait un diagnostic pour mieux définir les actions à privilégier afin d'avoir des impacts plus forts et plus durables sur le continent et en faveur des populations de ces pays. Alors justement, il y a eu la crise sanitaire mondiale. Est-ce que aujourd'hui, quels sont les moyens que vous avez? Vous êtes en charge de 22 pays avec un budget de 38 milliards de dollars. Comment la répartition se fait? C'est par pays, par portefeuille, par secteur, expliquez-nous un peu la cuisine interne de ça. Alors, c'est tout à la fois. Avant la crise, déjà, on avait, comme vous l'avez bien dit, un programme composé de projets divers et variés d'une enveloppe de près de 38 milliards de dollars pour l'ensemble des 22 pays qui composent l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Depuis la crise, à travers les différents guichets qui existent au niveau de la Banque mondiale, on est en train de préparer un projet, où on a déjà préparé pratiquement des projets additionnels d'un montant de 11 milliards de dollars. Et en plus, compte tenu de l'impact de la COVID-19 sur les différents pays, il y a des ressources particulières qui ont été mobilisées pour aider les pays à faire face à la COVID. Et aujourd'hui aussi, nous leur venons en aide pour les aider à payer et à avoir accès aux vaccins à travers des projets spécifiques. Mais nous n'avons pas fait que cela, puisque nous avons aussi apporté des conseils à ces pays et nous avons, à travers notre président, soutenu une initiative avec les pays du G7 qui a contribué à suspendre le paiement des services de la dette. Donc, ce faisant, créer plus d'espace dans les budgets des pays pour que les ressources qui auraient dû être payées l'année passée ou remboursées l'année passée aux créanciers, que ces ressources puissent être utilisées pour protéger des emplois, pour soutenir le système d'éducation, pour soutenir la production agricole, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, etc., etc. Mais beaucoup disent que, à propos de la dette, justement, aujourd'hui, on assiste à un emballement des dépenses, à l'absence de discipline budgétaire. Comment faire face à cette dimension de la dette qui, certes, vous avez parlé de moratoire, mais les pays africains demandent l'effacement ou une partie de cette dette-là. Quelle est un peu votre religion en la matière? Vous savez, la dette, elle est nécessaire pour financer le développement, pour financer des investissements qui peuvent coûter parfois très cher.
mais il faudrait qu'elle soit gérée de manière transparente. Il faudrait que la traçabilité, n'est-ce pas, des ressources qui ont été empruntées puisse être garantie. Il faudrait que le reporting de cette dette-là aussi puisse être fait de manière sûre pour que justement les avantages qui peuvent être obtenus de la dette puissent être évalués de manière conséquente. Ce que nous avons constaté sur ces 10 dernières années, le volume de la dette avait pratiquement été triplé dans la moyenne des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas quelque chose de soutenable dans la durée. Donc, nous travaillons avec les pays sur un système d'endettement qui soit beaucoup plus porteur de développement et de façon donc à s'assurer que les objectifs qui ont été, qui peuvent être assignés, n'est-ce pas, à toute politique d'endettement puissent être atteints, c'est-à-dire financer des investissements durables qui peuvent créer les conditions pour le remboursement de la dette par les bénéfices qui ont été générés par l'endettement lui-même. Vous êtes à la tête de deux régions aux trajectoires diverses, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Comment assurez-vous la cohérence, la vision et comment l'arbitrage se fait entre ces deux mondes? Vous savez, l'Afrique centrale n'est que la continuité géographique de l'Afrique occidentale et vice-versa. Donc, en réalité, évidemment, nous travaillons avec des pays individuellement, mais aussi nous avons des programmes régionaux. Et certains de nos programmes régionaux peuvent couvrir à la fois des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. L'autre élément qui est extrêmement important, en couvrant un espace géographique relativement large, on peut faire bénéficier des pays des expériences réussies d'autres pays et en même temps, évidemment, les conseiller en le faisant savoir les risques véritablement qui ont été encourus par des pays voisins au travers de la façon dont les politiques de développement sont conçues ou sont mises en œuvre. En tout état de cause, nos priorités pour l'ensemble de ces pays, c'est de faire en sorte que les défis de développement auxquels ils sont confrontés puissent être adressés. Et nous voyons 4 principaux défis de développement pour l'ensemble de ces pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Un premier défi, c'est la question, le défi de la gouvernance et de la qualité des institutions. Le deuxième défi, c'est la dépendance assez forte sur des ressources naturelles. Qui, par définition, c'est des ressources qui peuvent s'épuiser. Le troisième défi, c'est le défi d'une démographie qui est relativement forte, mais pour lesquelles des services correspondants, justement pour permettre aux jeunes ou des populations, en tout cas, qui constituent ces pays, n'ont pas toujours des services de qualité. Et le quatrième défi, c'est celui lié à l'impact du changement climatique sur chacun de ces pays. Donc, par rapport à ces défis, nous proposons des solutions pour véritablement les aider à aller de l'avant. Et nous ne posons pas que proposer, nous apportons surtout aussi une assistance financière en tant que banque, c'est ça notre rôle, mais aussi une assistance technique, puisque nous ne sommes pas une banque quelconque, nous sommes une banque de développement. C'est-à-dire que la réalité, c'est que aussi la zone que vous couvrez, elle est aussi en crise. On le voit notamment le Sahel. Quelle sera votre action particulièrement dans cette région de fracture où il y a un problème de pauvreté, problème de djihadisme, problème de démographie, problème de sécurité? C'est que comment vous allez pouvoir hiérarchiser cette sortie de crise, ou en tout cas cette volonté de réduire le poids de ces instabilités? Absolument, vous avez parfaitement raison. Sur ces 22 pays que nous couvrons, 11 pays, donc 50%,
c'est des pays qui sont fragiles. C'est-à-dire des pays qui sont confrontés à des conflits, à de l'instabilité institutionnelle, à des pays où l'accès des populations aux services de base est relativement faible. Et c'est des pays où la pauvreté est assez forte. Je pense que presque 25% des populations qui vivent dans l'extrême pauvreté résident dans cet espace-là. Donc, il faut une présence forte, non seulement de la Banque mondiale, mais d'autres partenaires, mais il faut surtout un engagement des pays eux-mêmes à contribuer à changer cette situation qui n'est pas une fatalité. Ces pays qui sont fragiles n'ont pas toujours été et disposent de potentiel et d'atouts très, très importants. Et le rôle de la Banque mondiale, c'est d'aider à transformer ces atouts et ces potentialités en vraies opportunités de développement pour les populations. Donc, ça suppose véritablement que nous les accompagnons sur le renforcement du capital humain, sur la transformation de l'agriculture, sur le développement et le financement du développement des infrastructures pour l'accès des populations à l'énergie, pour aider les femmes et les jeunes qui constituent, en termes démographiques, la majorité de la population dans ces pays, à avoir accès à une éducation de qualité, à des services de santé de qualité. Donc, et c'est ce qui constitue l'essentiel des types de projets que nous finançons. Sur la période, sur les 3 années, c'est-à-dire de 2021 et 2022, nous allons investir 8,5 milliards de dollars additionnels sur les pays du Sahel, par exemple. Et l'essentiel de cet argent-là va aller dans des secteurs qui permettent de changer la donne au niveau des pays du Sahel, en particulier pour aider les populations à avoir accès à des services de base, à contribuer à stabiliser les institutions, à développer les infrastructures, à créer des emplois pour les jeunes. Donc, c'est ce que nous faisons. Et voilà. Comment répondre aux urgences dans une action qui exige du temps, notamment les infrastructures, l'éducation, tout cela ne se décrète pas du jour au lendemain, c'est au long cours. Comment aujourd'hui être dans cette distorsion entre cette force des contraintes du moment et ce qu'exigent toutes ces actions sur la durée? Absolument, nous travaillons sur le développement. Le développement, c'est un agenda de long terme. Et nous savons aussi que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est pour cela que notre présence dans ces pays et notre partenariat avec ces pays se situe dans la durée. Nous avons des bureaux qui sont présents dans les pays, qui sont composés des experts qui travaillent en collaboration avec les autorités et les populations des pays, qui réfléchissent ensemble et qui analysent et évaluent en permanence nos interventions pour tirer des leçons de ce que nous faisons ou de ce que nous avons fait afin de capitaliser sur ce qui a marché et essayer de les porter à échelle pour des impacts durables ou corriger ce qui n'a pas bien marché en tirant bien sûr des leçons, des expériences. Mais nous regardons aussi à travers le monde. Nous sommes une institution internationale, une institution mondiale. Donc, quelles sont les bonnes pratiques ailleurs qui peuvent être reproduites dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, en tenant compte, bien sûr, des réalités spécifiques de ces pays. Je suis totalement d'accord, vous avez parfaitement raison de le dire, je suis d'accord avec cela, et cela demande de la constance, ça demande de la consistance, et cela demande de la cohérence dans les interventions.
Il faut, cela dit, aussi éviter d'être fataliste en disant, puisque ces pays sont dans des difficultés parfois très fortes, qu'ils ne peuvent pas se relever ou se développer. On a beaucoup d'expériences à travers le monde qui montrent que des pays qui furent des pays pauvres, qui furent des pays vraiment sous-développés à travers des efforts soutenus dans les réformes et un accompagnement conséquent des partenaires sous la conduite des dirigeants et des populations de ces pays, on a pu faire des progrès. Et donc, c'est aussi faisable. Et c'est pour cela qu'il faut rester véritablement présent à côté de ces pays-là. Notamment pour rester sur le Sahel, les indicateurs de développement sont absolument alarmants. C'est-à-dire que comment aujourd'hui donner de l'espoir à des jeunes, pratiquer une politique d'inclusion alors qu'il y a une crise des États. On le voit dans cette région, c'est véritablement le nœud du problème, non? Vous avez parfaitement raison. Pour vous donner un exemple, quand vous regardez le taux d'accès à l'électricité dans les pays du Sahel, en moyenne, il tourne autour de 30%. Sans électricité, les systèmes de santé ne marchent pas. L'éducation ne marchera pas. L'économie numérique ne peut pas se prospérer. Les coûts des services vont être extrêmement élevés si ces services existent. Et c'est pour cela que nous avons pris l'engagement, à travers nos interventions, de dire que sur 5 ans, nous allons faire tout pour que le taux d'accès à l'électricité dans les pays du Sahel soit multiplié par 2. Et avec cela, évidemment, d'autres réformes vont être soutenues de façon à ramener l'espoir pour les jeunes, oui, afin de créer les conditions pour le développement. Donc, c'est ce que nous faisons, mais nous savons effectivement, et vous avez parfaitement raison de l'insister là-dessus, si la question de la gouvernance, si la question de la stabilité des institutions n'est pas assurée, les investissements ne peuvent pas se développer. Le secteur privé ne peut pas venir jouer son rôle à côté de l'État pour investir dans d'autres secteurs prioritaires. Et certainement que même les gains en termes de développement qui ont pu être accomplis à un moment donné pourraient être compromis. Donc, l'investissement sur des institutions extrêmement importantes. Quel est l'état de votre concertation avec les États? J'imagine que vous allez répartir votre temps entre le siège et le terrain. Déjà, au niveau de l'élaboration de votre stratégie, vous avez dû beaucoup vous concerter avec les acteurs intéressés. Absolument. Nous avons des relations très étroites. Comme je vous l'ai dit, nous avons une présence sur le terrain, dans chacun des 22 pays que nous couvrons, nous avons un bureau composé d'experts locaux, d'experts internationaux. Donc, des gens qui connaissent les pays, mais également qui ont une expérience avérée sur plusieurs plans. Et c'est le dialogue entre notre staff et les autorités de ces pays est un dialogue continu. Et nous tenons compte de leur point de vue, de leurs appréciations sur nos programmes, tout ce que nous pouvons faire, de la complémentarité qui devrait exister entre ce que nous proposons avec ce que les autres partenaires dans les pays peuvent proposer, mais surtout de l'ancrage de nos interventions dans les priorités nationales de développement. Donc, nous tenons compte de tout cela et cela est reflété notamment dans ce que nous proposons comme service ou dans nos interventions au niveau des pays. Le doing business a-t-il une place dans votre grille de lecture? Comment ça se passe dans une région très fragile et marquée par la pauvreté surtout? Il est important, bien entendu, comme je l'ai dit, je pense que les besoins de financement des pays sont très, très nombreux. Il ne revient pas à l'État de tout faire. Et les partenaires financiers comme la Banque mondiale
n'ont pas non plus les moyens ou les ressources de tout faire. Donc, le Doing Business permet de créer les conditions d'attirer le secteur privé pour venir justement compléter les efforts et les financements de l'État et des autres partenaires techniques et financiers. Donc, on accompagne les pays à travers des programmes spécifiques qui leur permettent de mettre en œuvre les réformes qui améliorent le climat des investissements. Et c'est essentiel, justement, pour élargir le champ des partenaires qui peuvent venir investir dans un pays donné. Je rappelle que vous êtes Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Je vous remercie d'avoir été notre invité et d'avoir accordé cette exclusivité pour nous parler de votre stratégie. Merci. C'est moi qui vous remercie, Michel Benmaïch, pour votre temps et je vous remercie. Et ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.